Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki GN 125 de 1996. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, j'ai de nouveau le privilège de vous présenter une moto quasiment de collection, du moins pour les plus anciennes qui sont sorties maintenant il y a plus de 30 ans. Et ça, c'est bien sûr possible grâce à l'un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage avec cette petite 125 afin que je puisse vous la présenter. Bon, je pense que parmi vous, nombreux se souviennent de la Suzuki GN 125, vu qu'à l'époque c'était une moto très populaire et elle s'est surtout vendue pendant très longtemps. Les premières sont sorties au début des années 80 et les dernières ont été vendues en 2002, donc plus de 20 ans de carrière. Pour les autres qui découvriraient cette machine avec ma vidéo, eh bien, sachez qu'il s'agit d'un custom, cruiser, un peu à vocation utilitaire. C'est pas une moto ultra performante ni exubérante. À l'époque, c'était un peu une concurrente à la Yamaha SR 125 ou alors à la Honda CM 125 que j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de tester, la Honda. Donc vous voyez qu'on a une petite moto, elle est clairement pas gigantesque, mais elle a un bon petit look. À l'époque, on avait encore pas mal de chrome. Elle a un petit côté cruiser, vu que sa roue avant est d'un diamètre plus grand que la roue arrière. Et on a une assise très très basse. Donc comme vous pouvez vous en douter, cette 125 est motorisée par un moteur de 125 cm3. Par contre, sachez qu'il s'agit donc d'un monocylindre à refroidissement par air, un monocylindre à 2 soupapes. Celui-ci est donné pour produire 13 chevaux. Et sachez d'ailleurs que ce moteur, vous m'avez déjà vu le tester, vu qu'il équipait également les DR à la même époque, et il a équipé également les Van 125 4 temps, et ça pendant très longtemps. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je teste un modèle de 1996 et vous pouvez voir que la moto est strictement d'origine. Il n'y a aucune accessoirisation ou modification sur celle-ci, elle est comme à l'époque. Donc actuellement vous me voyez évoluer en centre-ville et avec une 125 de ce genre, c'est forcément ultra facile, et c'est d'autant plus facile que, comme je vous l'ai dit, la moto est très très basse et en plus elle est très légère. Elle est annoncée pour 115 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec une dizaine de litres dans le réservoir. Franchement, les motos actuelles, les 125, sont toutes bien plus lourdes que celle-ci et c'est bien dommage. Celle-ci est un véritable vélo, ça se manœuvre tout seul. Par contre, ce qui peut être surprenant, c'est que finalement, il y a un tout petit peu de, de flou dans la direction, parce que à l'avant, donc, on a une roue qui n'est pas en 17 pouces, mais en 18 pouces. Donc, on n'a pas un comportement tout à fait identique à ce qu'on aurait à l'heure actuelle. Souvent, sur les customs, maintenant, on a plutôt des roues petites que d'un plus grand diamètre. Bon, sinon, la position de conduite est en mode cruiser, c'est-à-dire avec un grand guidon un petit peu recourbé vers moi. J'ai les repose-pieds un petit peu vers l'avant et comme je vous l'ai dit, la position fait que je suis extrêmement droit. Je peux prendre les infos autour de moi sans la moindre difficulté. Et si nécessaire, vous voyez qu'il y a bien sûr les deux rétroviseurs pris sur le guidon. Ils sont bien sur l'extérieur, donc je vois facilement ce qu'il y a derrière moi. Et comme beaucoup de pièces sur cette moto, ce sont bien sûr des pièces chromées, ce qui apporte vraiment une touche de classe à cette moto. Donc là, je m'arrête et vous voyez que j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Je peux même jouer un peu sur les jambes. La moto est extrêmement basse, donc si vous êtes petit, franchement, c'est une moto parfaite pour ça. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la moto est d'origine. Donc sur le côté droit, on retrouve le silencieux d'origine,
un échappement avec une finition un peu chromée. L'échappement est plutôt court, mais c'est pas gênant, ça s'intègre très bien dans le style. Et comme vous pouvez vous y attendre d'un échappement d'origine, celui-ci est très peu sonore. Là, je roule à peine 50 km/h et franchement, j'entends quasiment plus le bruit de l'air sur mon casque que réellement le bruit de l'échappement. Donc là, maintenant, c'est limité à 70, j'accélère. Vous voyez que c'est quand même assez efficace parce que je suis passé de 50 à 70 sans prendre énormément de tours. D'ailleurs, sachez que sur cette moto, il y a uniquement 5 rapports. Donc là, je suis déjà sur le dernier rapport. Et j'arrive à peu près 5500 tours à 70. Alors ici, j'accélère à fond. La sonorité reste très contenue pour l'instant. J'arrive à 80. Voilà, je suis entre 80 et 90 à peu près 7000 tours. Ça commence à vibroter un petit peu. Ça remonte dans le guidon et dans les repose-pieds. On sent vraiment que c'est pas une moto qui est conçue pour les hautes vitesses. Je me demande même si elle peut monter à 100 km/h. J'ai peur que non. Alors de nouveau ici, on ralentit, on arrive sur le passage à basse vitesse. Alors c'est une formalité avec cette machine. La seule chose qui me surprend un peu, c'est que vu que la moto finalement est très très basse et fine, j'ai un peu de mal à serrer le réservoir avec mes jambes. J'ai une position quasi équivalente à ce que j'aurais sur ma Monkey 125 finalement. C'est pas désagréable non plus, c'est à la cool. Bon les amis, nous voilà ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Et comme je vous l'ai dit, j'ai de gros doutes sur la faisabilité de monter à 100 km/h déjà avec cette moto. Je suis même pas sûr que sa vitesse max soit au-delà des 90. Donc aujourd'hui, on va pas vraiment faire un 0 à 100, on va juste voir comment ça se comporte ici en accélérant à fond. Et puis voilà, donc vous vous doutez bien que c'est une moto ancienne, maintenant de collection. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide électronique, c'est alimenté par carbu. C'est une machine très très simple. Allez, c'est parti, je passe la première et on est parti. Au-delà des 9000 tours, il y a quand même pas mal de vibrations qui remontent dans les repose-pieds. J'arrive à 80 et je vais ralentir. Donc comme je m'y attendais, hein, c'est pas ultra perf. Et j'ai quelques doutes finalement sur la puissance moteur. Parce que c'est annoncé pour 13 chevaux, mais il faut l'avouer, j'ai déjà testé des machines faisant la même puissance ou un peu moins, qui marchaient aussi bien, et parfois même un tout petit peu mieux. Après, je sais bien que dans l'équation, il faut aussi prendre en compte que la moto n'est pas récente. Elle a été révisée, mais elle n'a peut-être pas les performances d'origine. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc, je suppose que ça va être une formalité. De toute façon, j'ai les deux pieds à plat. Et vous voyez, je tourne quasiment sur moi-même. Je finis au milieu de la route. C'est du délire. Allez, je continue mon demi-tour. Ouais, je sors... Ouais, je sors même pas, en fait. Je sors à peine. C'est ultra maniable. C'est vraiment ce que j'adore sur cette génération de motos. On est reparti pour un test d'accélération. On va voir si je fais mieux dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais me reculer. Je vais essayer de prendre tout l'espace disponible. Hop. Voilà. Et ensuite, on va tester le freinage. C'est reparti. On arrive à 70, 80. Ouais, ça marche pas trop mal. Maintenant, je ralentis, donc frein arrière, ça freine très très peu. Le frein avant, lui, beaucoup plus performant, mais de nouveau, c'est loin d'être au standard actuel. Vous voyez que sur cette moto, on a encore à l'arrière un frein à tambour. Et je sais que ça va en faire sourire plus d'un, parce que ça fait quand même des années maintenant qu'il n'y a plus de tambour sur les motos.
Et la sensibilité, vous l'avez compris, avec le tambour est assez mauvaise. À l'avant, on a un disque, et celui-ci a pas une sensibilité non plus dingue. Faut tirer quand même assez fort sur le levier afin d'avoir un peu de mordant. Et vous voyez d'ailleurs que les leviers, frein et embrayage, ne sont pas réglables en écartement. Mais bon, c'est une moto petite, donc ça a été conçu pour les petits. Il n'y a pas vraiment de difficulté à utiliser les commandes, tout est assez proche. Là, je remonte à 80. Ce qui est appréciable quand même, c'est que la sonorité moteur, elle n'est jamais extrêmement forte, mais quand on est au-delà de 6000 tours, elle est quand même présente et elle n'est pas désagréable, cette sonorité. Ça fait pas un bruit métallique ultra criard comme sur beaucoup de 125. Là, c'est juste agréable en fait. Concernant les commodos, c'est bien sûr très simple sur cette machine, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait sur une moto récente. Vous voyez que sur la gauche, on a un seul bouton qui sert aussi bien au clignotant qu'à la mise en place des feux de route ou feux de croisement. C'est un seul bouton pour tout. Sur la droite, on a le démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton permettant l'allumage de l'éclairage, vu que ce n'était bien sûr pas automatisé à l'époque. Pas de feu de détresse, hein, vous vous doutez bien, à l'époque c'était très rare d'avoir ça sur certaines motos. Le compteur lui est simple, on a deux cadrans à aiguille, un premier pour la vitesse, l'autre pour le compte tour. On a un petit trip à rouleau et les voyants de base qui nous indiquent le clignotant, le neutre ainsi que le feu de route. Vu qu'il s'agit d'une machine ancienne, il n'y a bien sûr pas de jauge de carburant ni même de voyant de réserve. Vous avez juste un robinet sur le côté qui vous permet de vous mettre en réserve lorsque c'est nécessaire. Et dans le même coin, à côté du moteur, on a le starter afin bien sûr de démarrer facilement à froid vu qu'il s'agit d'une moto à carbu. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un 125 monocylindre 2 soupapes et ce moteur finalement on peut l'utiliser sur une très grande plage de régime. Là vous voyez que je suis en ville, je suis à 45, je suis à 3500 tours en 5e et si nécessaire ça reprend. Bien sûr les performances sont très faibles mais ça reprend néanmoins. Donc je dirais que la plage d'utilisation de ce moteur c'est de 3000 jusqu'à 10 000 sans difficulté. En dessous de 2000, enfin en dessous de 3000, c'est pas que le moteur va vraiment caler ou peiner, c'est qu'il n'aura pas les performances pour vous faire avancer comme vous le voudriez. Alors ici je sors de l'agglomération, là je suis à fond à 40, vous voyez que ça reprend pas, c'est en montée ici, je descends d'un rapport et là ça veut bien repartir. Donc comme pour les autres 125, faut pas hésiter à cravacher le moteur lorsque c'est réellement nécessaire. Nous arrivons maintenant sur quelques dodanes. Je ralentis à 30 km/h. Alors, à l'avant, on a une suspension classique, elle n'est pas inversée. Et elle semble relativement bien dimensionnée pour moi. Je rappelle, je pèse 100 kg. Par contre, à l'arrière, on a un amortisseur de chaque côté, des pièces chromées, de nouveau pour le look. Actuellement, elles sont réglées au plus ferme avec la précharge. Et c'est encore trop mou pour moi. Lorsque je descends d'un dodane, comme ici, je sens l'arrière qui s'enfonce beaucoup. Après, c'est pas non plus à deux doigts d'arriver en butée, mais je pense que les suspensions arrière sont un peu molles. Nous voilà maintenant dans une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser avec cette petite 125
Bon, déjà bien sûr faut pas hésiter à cravacher un peu le moteur pour avoir quelques perfs. Finalement ce qui me dissuade de prendre quand même un peu de vitesse, c'est les freins. On a vraiment un comportement très à l'ancienne, il faut réapprendre à freiner, il faut tirer très très fort sur le frein avant pour avoir un peu de mordant. Et même comme ça, on est très loin du comportement d'une moto moderne, hein. Le freinage mériterait d'être amélioré. Bon, sinon dans les virages, ça se comporte pas trop mal, mais j'avoue que on n'a pas la vivacité d'une 125 qui aurait des roues en 17 pouces. Ici à l'avant, on a du 19 et c'est une roue très fine, hein. À l'arrière, c'est du 16. Pareil, la roue n'est pas gigantesque à l'arrière. Et c'est pas aussi vif, aussi maniable que si on avait du 17. Ça reste tout à fait utilisable, hein. Il n'y a pas d'énormes difficultés. Mais on sent bien que c'est pas aussi vif. Et aussi, l'angle de la fourche avec le cadre, hein, fait que c'est plus fait pour la stabilité que pour la vivacité, hein. Allez, ici j'accélère à fond, j'essaie de rattraper le véhicule qui me précède. Ouais, bah j'y arrive, hein. Alors, je redescends tous mes rapports. La boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien. La seule surprise, c'est qu'il n'y a que 5 rapports et non pas 6 comme sur la plupart des 125 modernes. Alors, nous arrivons sur l'autoroute, ce qui devrait être relativement compliqué avec une moto de ce genre. Alors, je vois rien dans mes rétros à cause des vibrations. Heureusement, je peux facilement me retourner. Je m'engage, donc là je suis à 70, 80, j'accélère à fond. Beaucoup de vibrations à l'origine de nouveau, hein. Donc j'arrive à 95 et je pense que je suis au max en fait, hein. À 100 km/h, je passe la 5. Alors ici on était en montée, maintenant ça devient plat. J'arrive à 100 km/h compteur. Ça redescend légèrement maintenant, donc 105, 110. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. 115 compteurs. Là, il y a énormément de vibrations par contre, hein. Par contre, la moto est assez stable. Il y a très peu de protection, mais je suis pas non plus trop soumis au vent. C'est peut-être l'avantage d'avoir une moto assez basse. Alors ici de nouveau ça redevient plat et vous voyez que je perds instantanément de la vitesse. Là on redescend à 105. Ouais, on dira vitesse de croisière environ 100 km/h, hein. Ça va être difficile de maintenir une vitesse supérieure à ça. Et donc sur le dernier rapport à 100 km/h, je suis entre 8000 et 8500 tours. Donc vous l'aurez clairement compris, hein, cette moto n'est absolument pas conçue pour les axes rapides. Vous pouvez l'emprunter momentanément, mais je vous le déconseille, hein. Ça manque un peu de patate, comme la plupart des 125, il faut l'avouer, hein. Pour revenir sur l'esthétique de cette moto, voyez qu'à l'avant, donc on a un gros phare chromé. La lumière est bien sûr produite via une ampoule halogène. On a aussi de gros clignotants chromés avec des tiges, des supports chromés. Franchement, je trouve ça magnifique.
Derrière, on retrouve les mêmes clignotants et aussi un gros feu rouge avec un support chromé. Franchement, au niveau de la finition, c'est impeccable sur ce modèle. Comme je vous le disais, c'est une 125 qui est d'un gabarit assez faible, et donc, contrairement à beaucoup de 125 modernes qui ont des gabarits énormes, là les gens comprennent bien que vous n'avez que peu de performance et ils n'hésitent pas à vous doubler. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. On monte dans les tours, ça vibrote, et on monte à 90. Et là je passe la 5. Donc des performances modestes, mais finalement quasi identiques à ses concurrentes de l'époque. Maintenant, parlons des aspects pratiques de cette machine. Donc, vu qu'il s'agit d'une moto de la gamme Cruiser, il n'y a pas de rangement sous la selle, vu que la selle est déjà implantée très basse. Vous avez par contre sur le côté un cache latéral qui peut se démonter, et derrière vous avez un accès à la batterie, ainsi que l'accès à une trousse d'outillage. Malheureusement, mis à part ça, pas vraiment de rangement. Par contre, vous avez un attache-casque sur le côté, comme ça se faisait souvent à l'époque, et la moto est équipée d'origine avec une béquille centrale. Ça, c'est vraiment pas mal. Si vous souhaitez rouler avec un passager, il n'y aura pas vraiment de difficulté. Vous voyez que la selle est suffisamment large, elle est plutôt confortable, et il y a une bonne poignée de maintien chromée pour le passager. Et les repose-pieds ne sont pas trop hauts, donc logiquement ça devrait bien se passer. La consommation de ce modèle est aux alentours des 3 litres, 3 litres 5 au 100. Tout dépend bien sûr de comment vous roulez et de l'état des réglages de votre carbu. Le réservoir lui fait 10 litres, donc de nouveau c'est comparable avec les autres machines concurrentes de la même époque. Donc pour conclure, cette GN 125, c'est plutôt une bonne machine, avec les bons standards de l'époque en termes de finition, peinture, chrome, tout ça vieillit plutôt bien si c'est entretenu. On a même des jantes à rayons chromées, ça personnellement j'adore. En termes de performance, c'est encore à peu près équivalent à ce qu'on a actuellement pour une 125. Une 125 4 temps, de toute façon, vous ne pourrez jamais lui faire cracher des millions de chevaux. Donc si vous cherchez une 125, c'est une assez bonne machine si vous aimez ce look à l'ancienne et ce comportement un peu à l'ancienne. Et surtout, c'est une très bonne affaire d'occasion, vu que la plupart des machines en bon état sont vendues dans les 1000 €. Donc si vous en voulez une en état passable, ça sera même bien moins cher que ça. C'est une moto qui s'est vendue pendant très longtemps, donc vous pouvez en trouver les années 80, 90 et même début 2000. Il y a toute une variété de couleurs et de finitions. Donc vous pouvez facilement trouver une moto de ce genre pour vraiment pas cher sur le marché de l'occasion actuellement. Comme je vous l'ai dit, c'est un moteur qui a équipé à l'époque beaucoup de 125 chez Suzuki et qui est réputé fiable, donc pas de problème avec ça. De plus, l'entretien semble peu coûteux et très facile à réaliser. Donc franchement, si vous voulez une 125 pas chère pour vous balader, cette GN est plutôt satisfaisante. Je pense maintenant vous avoir dit tout ce que je savais sur ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez possédé ou testé cette machine, donnez-nous votre ressenti, ça sera très intéressant d'avoir votre avis. De mon côté, je tiens encore à remercier mon abonné d'être venu jusqu'ici avec cette moto de collection afin que je puisse vous la présenter. Et d'ailleurs, je reprécise que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen.
Comme d'habitude, si la vidéo vous a semblé utile, si vous l'avez appréciée, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez celle-ci sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous, comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. V à tous et à la prochaine. Ce qui me reste à tester, c'est la Van ou le Van, je ne sais pas quel pronom faut choisir. Donc si parmi vous quelqu'un a ce modèle, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, j'adorerais pouvoir donner mon avis sur cette Van 125.